Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, 25 juillet, j'ai le plaisir d'animer une réunion pour nos candidats DEC-VAE qui vont devoir composer et devoir se présenter devant un jury pour cette session de 2021 entre le 13 et le 15 octobre. Les dates ont été définies, c'est déjà une bonne chose. Alors aujourd'hui, j'aimerais rappeler ce que c'est que le DEC-VAE et l'intérêt que cela peut présenter pour beaucoup de personnes. En effet, la validation des acquis par l'expérience ou par la compétence, c'est pas simplement étaler des diplômes précédents, avoir eu un master, etc. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de présenter les travaux que vous avez pu réaliser au cours de vos années précédentes qui correspondent au référentiel de chacune des UV. C'est ça qui est important, ce n'est pas les diplômes, ce sont les aspects de tout le référentiel que vous vous procurez en allant sur le SIEC et vous avez le dossier complet UV par UV pour voir si au cours de vos activités compétentes, si vous me permettez, vous avez pu remplir toutes les demandes relatives à chaque référentiel. Vous savez comme moi que votre dossier passe par deux étapes. Le livret 1, qui est un véritable dossier administratif, pour voir si vous remplissez les conditions au niveau de votre durée de travail, au niveau de votre durée d'expérience, au niveau des travaux et des certificats de travail que vous avez pu joindre à votre livret 1. En principe, pour beaucoup de Français, j'ai bien dit Français, pour des étrangers, ça crée quelques soucis voici quelques temps. Pour les Français, il n'y a pas de problème si vous respectez toutes les conditions, avoir au moins 3 ans d'expérience, avoir des certificats qui démontrent que vous accomplissez des tâches qui sont en relation avec l'expert comptable ou l'expertise comptable et le commissariat au compte. N'oubliez pas que le fait d'être expert comptable par la VAE, vous avez exactement le même diplôme que les amis qui passent le DEC traditionnel et que vous pouvez devenir, selon peut-être une condition que certains n'auraient pas remplie, d'un stage d'au moins 200 heures comme les DEC traditionnels. Alors, si tel n'est pas le cas, tout en étant diplômé expertise comptable, on vous demandera, pour être commissaire aux comptes, d'apporter la preuve que vous avez au moins 200 heures de commissariat. Il faudra que vous puissiez vous rapprocher d'un commissaire aux comptes pour pouvoir justifier ces heures. C'est ce qu'a fait d'ailleurs un candidat qui n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il a fait un stage entre le mois d'avril et le mois de septembre de 200 heures chez un commissaire aux comptes qui lui permettra, s'il est diplômé DEC avec cette attestation, de pouvoir, s'il est diplômé en janvier, de pouvoir même être commissaire aux comptes dès le mois de janvier 2022. Bref, alors ce livret 1 fait l'objet d'un examen par une commission au sein du SIEC et vous avez une réponse assez rapide quelquefois, mais ils ont 2 mois pour vous répondre à chaque fois. C'est toujours pareil, quand vous envoyez une notice, l'examinateur a 2 mois. Je considère que ce délai est beaucoup trop long. 2 mois pour analyser au maximum 10 pages ou 15 pages, ça me paraît débile, quoi. 1 mois, ce serait largement suffisant, parce qu'il y en a qui abusent des examinateurs. Ils attendent vraiment la dernière journée des 2 mois pour vous répondre. Avouez quand même que c'est pas sympa. On a l'impression, comme je disais hier dans un poste, qu'il y a des examinateurs qui ont oublié qu'un jour ils ont été aussi candidats et l'attente d'un candidat est quelquefois pénible pour un retour de notice. Alors, une fois que le livret 1 est accepté, vous devez faire là l'examen du livret 2 qui est véritablement le cœur de votre DEC par la VAE, parce que pour chaque UV, vous avez un référentiel à remplir, un tableau à remplir et à apporter les arguments ou les justificatifs. Les justificatifs, c'est bien sûr les certificats de travail
des différentes entreprises que vous avez pu, je dirais, dans lesquelles vous avez pu travailler, mais vous avez besoin d'attestations pour confirmer les travaux réalisés par des experts comptables, par des commissaires aux comptes, pourquoi pas par des avocats, par d'autres professionnels réglementés qui ont pu montrer ou qui ont pu vérifier la qualité de vos prestations. Ce livret 2 fait l'objet d'un dossier relativement plus ou moins volumineux qui doit être envoyé uniquement sous l'aspect numérique, comme aujourd'hui le DEC traditionnel. Vous savez qu'il n'y a plus de mémoire papier pour le DEC traditionnel, il n'y a pas de notice papier non plus, tout se fait sur le numérique, c'est-à-dire que vous envoyez la notice au SIEC avec votre carte d'identité, etc., plus la notice, et vous attendez au maximum 2 mois pour avoir le retour de la réponse de l'examinateur qui, la plupart du temps, quand c'est un 4-2 ou un 4-3, doit être confirmé par le secrétaire pédagogique. Et une fois qu'il est confirmé, il n'y a aucun, en principe, il n'y a aucun recours possible. Donc la décision est définitive et vous devez soit changer de sujet pour la notice ou bien sûr refaire une notice complémentaire. Je salue la présence de Jérôme qui vient de nous rejoindre. Ça fait que notre effectif augmente. Nous sommes avec Blandine, avec Jérôme et Nicolas. Blandine est une nouvelle, non pas qu'elle passe la VAE, mais elle est là pour être avec nous, pour voir un petit peu comment ça se passe. J'aimerais revenir maintenant sur le livret 2 pour vous dire que toutes les attestations qui vous paraissent intéressantes doivent être jointes à chacune des UV. C'est-à-dire, pour les UV1, vous avez le référentiel à suivre et vous avez des attestations à démontrer que vous avez fait telle ou telle chose. Plus vous avez d'attestations, mieux c'est. Et c'est ça qu'il faut préparer longtemps à l'avance, c'est ces attestations. Ensuite, vous avez l'UV2 qui est assez complexe, puisque là, ça touche les travaux de révision légale, d'audit contractuel, d'audit légal. Et là, il faut fournir des attestations. Jérôme, qui vient de nous rejoindre, lui, a fait un stage ou termine son stage chez un commissaire aux comptes. Jérôme étant un directeur de centre de gestion, il n'a pas l'habitude, bien sûr, de faire du commissariat. Mais là, il a fait un effort colossal pour aller passer 250 heures depuis plusieurs semaines, à raison d'une journée par semaine, chez un commissaire aux comptes correspondant de centre dans lequel il est le directeur. Tout ça nous amène maintenant à l'épreuve qui va être l'envoi de ce livret 2, qui est un envoi uniquement numérique, donc il est quelquefois assez lourd et vous êtes obligé d'utiliser de la compression et d'envoyer autant que faire se peut de manière correcte, non pas par papier, votre livret 2. Nous sommes donc arrivés au 30 mai et certains, comme Guy Roger du Gabon, a pu obtenir un délai supplémentaire puisque la décision avait été de le refouler au départ et nous avions ensuite travaillé et le ministère, par l'intermédiaire du ministère de l'Université, a donné le feu vert à Guy Roger, qui est directeur comptable de Bolloré, de toutes les entreprises Bolloré au Gabon. Il y en a à peu près 8 ou 9. Et grâce à notre forcing, Guy Roger a pu obtenir, je dirais, l'acceptation de son livret 1. Il a eu donc quelques jours supplémentaires pour déposer son livre 2 et il soutiendra comme vous entre le 13 et 15 octobre. Alors là, le 13 et 15 octobre, ça se passe de la manière suivante. Ça va être 10 minutes d'exposé maximum du candidat et ensuite, durant les 35 minutes, puisque le total de l'interrogation, c'est 45 minutes, le jury va vous poser des questions sur votre livret 2. Mais en aucun cas, le jury va vous poser des questions de connaissance. Par exemple, quelle est la date de la loi Pacte, etc. Voilà des exemples un peu stupides qu'on peut éventuellement rencontrer.
mais qui ne seront jamais posées. Ce n'est pas un contrôle de connaissance, c'est une vérification de votre véritable expérience. Et c'est là où vous devez vous préparer à répondre aux questions et vous préparer à ces 10 minutes. Je vous rappelle, j'ai fait donc pour mes candidats qui sont à la VAE, qui ne sont pas aujourd'hui au complet, pour des raisons de vacances probablement, ou pour des raisons de difficultés personnelles, eh bien, je rappelle que ces 10 minutes, c'est d'abord vous présenter votre cursus académique éventuel et surtout votre cursus professionnel et répondre d'une manière intelligente à répondre, préparer une proposition intéressante, balayant par votre expérience l'ensemble des UV que vous devez présenter. Et c'est là où je vous ai fait des enregistrements vidéo les fois précédentes pour chacun de mes candidats VAE en tenant compte de chacune de vos particularités. Alors aujourd'hui, j'aimerais avec Jérôme et Nicolas tenter l'expérience pour l'instant des 10 minutes et voir comment chacun, vous avez pu aujourd'hui être à peu près dans les cordes, comme on dit, dans les cordes, pas dans les cordes comme un boxeur, mais dans les cordes de l'examen pour répondre à ces 10 minutes. Donc ça va se passer contrairement aux mémoires qui se passent dans une grande salle à Arcueil, où vous êtes à peu près 8 jurys dans une grande salle qui sert aussi aux épreuves écrites. Vous êtes chacun dans un coin. Quand un candidat parle fort, ben malheureusement, les autres candidats entendent la voix du candidat. Le jury qui est devant ce candidat qui parle fort, mais arrive à plusieurs reprises, demande au candidat de parler moins fort, puisque tout le monde se retourne quand il parle, et c'est désagréable aussi pour les autres candidats, comme pour les autres jurys. Donc, tout ça m'amène à dire que pour la VAE, vous avez quand même un confort plus sécurisé, puisque vous êtes dans une salle avec 2 personnes. Bien souvent, un expert comptable, c'est obligatoire, puisque à mes yeux, ne pas avoir un expert comptable pour une validation de compétences, c'est pas sérieux. Donc, vous avez toujours un expert comptable, et quelquefois, vous avez un deuxième expert comptable, qui, comme moi, par exemple, a la double casquette, il est professeur agrégé et puis il est expert comptable, ou alors vous avez un professeur d'université qui est là et puis qui enseigne, bien sûr, dans les disciplines correspondantes à l'expertise comptable. Voilà comment ça se passe. Ce sont des personnes qui ont quand même un certain âge, qui sont devant vous, compte tenu, bien sûr, de la validation de l'expérience. Et on ne va pas imaginer un jury d'une trentaine d'années qui va juger des personnes de 50 ans et plus, puisqu'on a des candidats qui frôlent les 60 ans, même qui ont dépassé les 60 ans dans notre groupe. Il y en a même un qui flirte avec les 70 ans. Hein, et en conséquence, on ne peut pas imaginer des jurys relativement jeunes. Alors, je n'ai pas d'a priori pour Jérôme et Nicolas. Quel est celui qui veut tenter ces 10 minutes en premier lieu? Vous devez passer, même si ce n'est pas bon aujourd'hui, je suis là pour travailler avec vous et amener, sans vous présenter sur l'écran, personne n'a pas besoin de vous connaître. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer? Jérôme ou Nicolas? Je vais rappeler encore les autres parce que ça m'agace. Il y a des gars qui m'ont envoyé des messages hier soir en me disant je serai là. Alors là, j'avoue que ça m'agace. Alors, je demande alors qui c'est. Alors, je fais par tirage au sort. J'arrive, bah, c'est marqué Jérôme. Jérôme qui doit passer. Ça, c'est hyper important. Alors, Jérôme, est-ce que tu te sens prêt là? Non. Comment? Non, je ne suis pas prêt. Moi non plus, je vais faire là. C'est pas prêt. Oh bah mince, alors vous n'êtes pas prêt alors que vous avez eu un modèle de ma part, vous avez eu un modèle. Et je vais donc essayer, je vais réessayer, je ne dis pas que je vais réussir. Rosa, tu es là, non? Non, Rosa, elle n'est pas là. Parce que Rosa, elle devait peut-être être présente, elle m'avait promis éventuellement
qu'elle serait présente. Je vais rappeler Muriel, je vais rappeler Salim qui m'a dit qu'il était présent, Rosa, Guy Roger qui m'a dit qu'il allait passer. Bon, bref. Ben, je vais me mettre à la place de Jérôme, hein, et comme ça, Blandine, elle verra comment je travaille. Donc, il est normalement à ma montre Citizen. On va essayer de garder les 10 minutes. Hein, donc, je vais le chronométrer. Bon, voilà. Monsieur Jérôme dos Santos. Alors, j'y vais. Bonjour madame, bonjour monsieur. Jérôme dos Santos. J'ai 38 ans. Je travaille depuis l'obtention de mon DEC-F depuis presque 17 ans, 18 ans. J'ai un cursus académique qui est composé, comme je viens de vous dire, du DCG ou DECF, comme vous voulez, avec quelques unités de valeur que j'avais préparées à l'INTEC. J'ai accompli deux parties dans mes activités professionnelles importantes. Une première partie dans un cabinet comptable de notoriété nationale, mais uniquement au départ de notoriété nationale, qui m'a permis d'apprendre énormément de choses en tant que où j'ai fini chef de mission durant ces 4 années. Ça m'a permis de découvrir véritablement le métier d'expert comptable ou de cadre comptable, car j'ai vu à la fois des professions agricoles, commerciales, libérales. J'ai vu également des associations. Ça m'a permis d'aborder avec beaucoup de pratiques la révision légale et la révision contractuelle, de pratiquer aussi des informations déjà à l'époque concernant des problèmes de transmission, des problèmes de succession. J'avais donc déjà un bon vernis au bout de ces 4 ans. Sur les conseils d'un ami expert comptable, un poste a été ouvert qui correspondait à mon profil dans un centre de gestion de ma région du côté de Chaumont. Et j'ai donc postulé pour être directeur de cet organisme qui était en pleine croissance à l'époque. J'étais dans la shortlist avec des candidats qui avaient peut-être des cursus académiques plus forts, mais pour des raisons diverses, sans rentrer dans une certaine prétention de ma part, j'ai été retenu. Donc, depuis une petite quinzaine d'années, je suis directeur de ce centre qui a au départ été organisé pour les professions agricoles et commerciales et non pour les libérales. Et ensuite, bien sûr, il y a eu des fusions, comme vous savez, et qui m'ont permis de pouvoir, je dirais, avoir une activité qui couvre l'ensemble, je dirais, des activités des TPE libérales, commerciales, artisanales et agricoles. J'avoue qu'en regardant le référentiel de l'expertise comptable, en sachant tous les rapports quotidiens que j'ai avec des commissaires aux comptes correspondants et des experts comptables et l'administration fiscale, je me suis rendu compte que je correspondais énormément à des référentiels de toutes les UV. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a permis, depuis le mois de septembre 2020, de suivre les cours du DEC traditionnel. C'est mon coach, DFT Formation, qui m'a permis de suivre tous les cours du samedi matin pour les UV1 et les UV2. J'ai fait tous les travaux que faisaient les candidats du DEC traditionnel, et DFT a eu 90% lors de novembre, 100% en mémoire en novembre 2010 et 90% pour les UV1 et UV2. Il a réitéré 90% en UV3, c'est-à-dire mémoire 90%, c'est-à-dire en gros 9 sur 10 en mémoire, et il a réitéré, je dirais, 90% en UV2, UV1.
c'est les mêmes candidats qui ont eu quelques soucis pour aborder l'UV2, l'UV1. Des candidats qui n'avaient pas beaucoup de temps et qui n'ont pas toujours été amenés à faire les travaux que j'exigeais. C'était Francis Tison qui parle. Mais Monsieur Dos Santos, je reviens vers vous. Vous avez également été amené le dimanche matin, vous étiez amené le dimanche matin à faire partie, avec Monsieur Tison qui vous demandait d'être membre du jury des soutenances blanches. Vous avez suivi toutes les soutenances blanches. Au départ, il y avait 23 candidats, mais malheureusement, au cours des sessions novembre, comme des sessions mai, il y a des nombreux candidats africains qui, en raison de la pandémie, n'ont pas pu être convoqués, et ils étaient convoqués, mais n'ont pas pu se rendre à Paris. Et nous avons perdu une petite dizaine de candidats en novembre comme en mai, ce qui est regrettable, puisque certains candidats, comme vous le savez, monsieur Jérôme, avaient nettement les moyens d'être diplômés très rapidement en novembre ou en mai. Donc tout ça fait que vous avez obtenu la possibilité d'avoir aussi 3 candidats à suivre dans la semaine. C'est-à-dire que le coach demandait à chaque candidat VAE d'avoir 3 candidats à suivre, parce que le candidat que vous avez eu à désigner avait des rendez-vous individuels dans la semaine pour refaire des soutenances et discuter avec le coach, mais discuter aussi avec le candidat VAE qui lui était affecté. Donc, Jérôme, vous avez également pu, au cours de la semaine, suivre le déroulé et la progression des soutenances de chaque candidat. D'ailleurs, les 3 candidats que vous avez soutenus et indirectement, je dirais, suivis de manière importante, ont tous été admis, ce qui prouve que les conseils du coach, comme vos conseils, parce que n'oubliez pas que vous avez fait aussi des conseils, et puis l'intérêt que vous avez pu retenir, c'est que vous avez pu voir comment ça se passait la rédaction d'un mémoire, vous avez pu voir également comment se passait la soutenance. Tout ça vous a donné vraiment, à travers ces cours traditionnels que vous avez renouvelés en janvier jusqu'en mai avec la session de mai. Donc vous avez suivi la session de novembre 2020, vous avez suivi la session de mai 2021 avec une répétition qui n'a été que profitable. En effet, on a vu toutes les annales des sujets de 2010 à 2021, du V1, du V2, et on a vu, je répète, 23 mémoires, et si vous calculez ceux de novembre 2020, ça fait plus de 35 mémoires au total dont vous avez pu suivre le déroulé. Ce qui m'amène à dire aussi que par les travaux que j'accomplis dans un centre de gestion, j'ai des travaux qui sont des travaux d'expert comptable, puisque c'est moi qui gère les conseils d'administration, c'est moi qui gère le dossier formation qui sont offerts. Les formations sont offertes aux adhérents. Dans leur prix, il y a la formation. Et c'est moi qui choisis, qui teste les formateurs et qui assiste aux formations, qui rédige des rapports de formation, qui rédige des rapports de conseil d'administration, qui est aussi, je dirais, bien placé pour l'examen de conformité fiscale qui était partiel depuis très longtemps par rapport à la nouvelle loi de janvier 2021. Mais aujourd'hui, nous sommes capables, les centres de gestion aussi, de pouvoir apporter, et que nous apportions depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, la conformité fiscale. Donc moi, je suis amené aussi à considérer que le métier d'expert comptable, c'est ma voie naturelle, car sans rentrer dans un pessimisme, et il est évident que les organismes de gestion agréés par rapport à la loi de finances récente nous amènent à envisager que par la suppression, je dirais, des pénalités fiscales pour les non-adhérents, pour la suppression progressive des pénalités fiscales pour les non-adhérents, il est évident qu'en 2024, il n'y a plus de pénalités, que les gens, en dehors bien sûr de l'intérêt d'avoir eu, de ne pas avoir eu de pénalité, c'était un intérêt évident pour leurs adhésions, avaient quand même des choses qui étaient à mes yeux relativement importantes et qui restent importantes, je le sais,
pour les cabinets comptables, c'est les statistiques des centres de gestion. En effet, les statistiques nous donnent des informations pour toutes les catégories de métiers représentées au centre. Nous avons une fédération des centres de gestion pour les centres de gestion. Nous avons des fédérations pour les associations qui intéressent les professions libérales. Vous savez qu'un cabinet comptable n'a pas le droit pour l'instant de faire des statistiques des clients de son cabinet, alors que nous avons le droit. Bien sûr, ça reste anonyme, hein, et on fait des statistiques quand le nombre d'adhérents dans une spécialité est suffisant pour ne pas se compromettre dans des informations qui, si vous n'êtes que deux, par exemple, dans une activité très très spéciale, et que je fais les statistiques, les deux qui vont regarder, ils savent très bien que la moyenne, ça correspond à son concurrent et vice-versa. Donc là, on n'a pas le droit. Il faut au moins un nombre que vous devinez, au moins 10 adhérents pour pouvoir faire les statistiques. Voilà, madame, monsieur, ce que je voulais vous dire dans cet exposé. Je reste bien sûr à votre entière disposition, autant que faire se peut, pour valider un peu toutes ces expériences riches, passionnantes. Et j'avoue que le stage que j'ai accompli durant ces dernières semaines en commissariat aux comptes m'a fait découvrir aussi un métier que je connaissais à travers les propos des uns et des autres, mais étant donné que j'ai pu m'introduire dans le véritable travail du commissaire, j'ai quand même envie un jour d'être un commissaire aux comptes. Voilà, madame, monsieur, tout ce que je voulais vous dire dans ces 10 minutes, qui ont peut-être été un peu plus que 10 minutes. Bon, bref, voilà. Est-ce que tu as des remarques à faire, Jérôme? Jérôme. Oui, je suis là. Non, pas de remarques particulières. Je vais retravailler à partir de la mi-août tout ça. Tu as déjà écouté plusieurs fois ma première vidéo? Pas du tout. Tu n'as pas écouté? Celle qu'on a fait la dernière fois, non, j'ai pas eu le temps. Bah, c'est bien. Tu es débordé. C'est quand tes vacances? Normalement, c'était depuis vendredi, mais je retourne au bureau la semaine prochaine. Ah bon? Ah bon? Bon, bref, c'est bien. On voit que tu es un amoureux des vacances pour cette année encore. Bon, bref. Non, c'est surtout que quand je vais 1 ou 2 jours par semaine chez le commissaire aux comptes, je ne suis pas au bureau, donc je suis en retard. Bien sûr, je comprends très bien que tu as eu ton emploi du temps perturbé durant ce stage d'une journée par semaine, mais c'est tout à ton honneur, mon garçon. Et ça, il faut le valoriser lors de l'exposé, hein. Alors, Nicolas, tu es en forme aussi, toi, pour écouter? Ah, pour écouter, oui, hein, je suis en train de préparer quelque chose pour me présenter. C'est vrai que j'étais beaucoup plus long, moi. J'étais plus long, donc j'ai fait 1 minute de plus. Bon, Nicolas. Bien, alors Nicolas, il est plus proche de Blandine parce qu'il est véritablement associé dans un cabinet sans être pour l'instant diplômé, et il a les tâches que tu peux avoir en tant que chef de mission. Je m'excuse, Blandine, si je te tutoie, c'est le privilège de l'art. Je m'excuse. Si tu n'aimes pas, eh bien, je resterai dans le vouvoiement, mais si tu dis ça ne me dérange pas, Francis, et moi on m'appelle Francis, on ne m'appelle pas Monsieur Tison, c'est beaucoup plus sympa. Bon, Nicolas. Bonjour madame, bonjour monsieur, Nicolas Novillo, j'ai 38 ans, je suis dans un cabinet comptable depuis l'obtention de mes diplômes nécessaires à accomplir une fonction de cadre comptable. J'ai eu bien sûr le DECF, j'ai passé quelques UV d'ISCG et depuis un certain nombre d'années, non, j'ai passé mon DSCG, j'ai une bêtise, j'ai mon DSCG et mon DECF ou DSCG, et depuis un certain nombre d'années, je travaille donc dans des cabinets comptables. Ça fait donc à peu près 15 à 16 ans d'expérience qui remplissent les conditions pour la VAE, mais qui m'ont permis au niveau d'un dernier cabinet de devenir un associé du cabinet, non bien sûr diplômé, avec une part minoritaire qui respecte les textes de la déontologie de notre ordre. Et ce monsieur avec qui je suis associé m'a confié énormément de responsabilités, de plus en plus, et je dirais que je suis presque dans les fonctions de directeur technique. C'est un cabinet traditionnel d'une petite dizaine de collaborateurs autour desquels je suis le référence permanent pour toutes les questions informatiques,
les questions juridiques, fiscales. Donc, je suis l'exécutant. L'expert comptable qui est aussi, je dirais, amené à participer, bien sûr, aux travaux finaux de notre cabinet, se repose beaucoup sur moi et ça ne me dérange pas du tout parce que ma formation, qui justifie aujourd'hui ma présence devant vous, a été beaucoup plus riche que celui qui aurait été enfermé, comme on le voit dans des cabinets importants, où la personne de mon âge a un rôle beaucoup plus restrictif au niveau de son champ d'application et de ses responsabilités. Moi, ça n'a pas été le cas. Alors, ma carrière m'a permis de rencontrer tous les référentiels relatifs aux UV que j'ai pu accomplir à travers le livret 2. Livret 2 que j'ai pu nourrir à travers des attestations, à travers des certificats, à travers tout un ensemble de formations que j'ai pu suivre à la fois pour me ressourcer, pour développer des nouvelles compétences. J'ai un certain penchant pour tout ce qui est digitalisation des entreprises et notre cabinet, comme beaucoup d'entre eux, ont accompli un travail colossal pour permettre d'abord au cabinet de répondre à cette digitalisation dans les meilleures conditions, mais aussi de favoriser, et c'est là un gros chantier pour nous aujourd'hui et un gros chantier pour moi en tant que responsable, la digitalisation dans les TPE et PME que nous avons la chance d'avoir dans notre portefeuille. En ce qui concerne l'UV2, c'est-à-dire la révision légale, la révision contractuelle, j'ai une grande expérience de la révision contractuelle, une expérience moins forte dans le domaine de la révision légale, mais j'ai beaucoup de sociétés dans lesquelles il y a le travail du commissaire aux comptes qui se fait en liaison avec moi, surtout avec moi, et ça m'a permis, bien sûr, tout au cours de ces contacts, tout au cours de ces rencontres, d'appréhender d'une manière, je dirais, pratique le rôle d'un commissaire aux comptes. J'ai aussi volontairement suivi des formations lors de mon stage d'expertise comptable pour le commissariat aux comptes et j'avoue que j'ai, à défaut d'avoir une expérience colossale en commissariat, j'ai quand même un certain vernis pratique intéressant pour comprendre et un jour être commissaire aux comptes. En ce qui concerne l'UV3, eh bien, j'aimerais vous dire que pour toutes les UV d'ailleurs, j'ai eu la chance d'être coaché pour cette préparation par un organisme DFT Formation, dirigé par un expert comptable agrégé également, qui m'a permis de suivre durant cette année 2021, depuis le mois de janvier, tous les cours relatifs au DEC traditionnel, c'est-à-dire tous les week-ends depuis janvier jusqu'au mois de mai. Et après le mois de mai, j'ai fait des week-ends également pour préparer cette rencontre aujourd'hui. Donc depuis le début de cette année 2021, mes week-ends ont été, je dirais, consacrés à cette préparation du DEC. Donc le fait d'avoir suivi le DEC traditionnel UV1, UV2, d'abord le samedi matin, ça m'a permis de redécouvrir ou découvrir toutes les annales, à la fois pour l'UV1 de 2010 à 2021, et notre coach nous imposait de répondre aux questions par rapport à la législation 2021, ce qui nous imposait de réviser tous les référentiels normatifs du commissaire aux comptes, de l'expert comptable, et d'avoir les réponses adaptées à ces nouvelles conditions 2021 et d'être véritablement dans l'actualité de 2021 avec les nouvelles normes professionnelles et les nouvelles normes d'exercice professionnel des commissaires aux comptes. Surtout le référentiel normatif, ça m'a permis, grâce à cet UV1, voyez-vous, de réviser le manuel de procédure du cabinet. Et ça, je considère que c'est un travail important que j'ai pu réaliser et qui a été apprécié par les collaborateurs et surtout par mon associé principal. Oui, un manuel de procédure dans un cabinet, c'est absolument essentiel. En ce qui concerne l'UV2, là, c'était un travail colossal. En effet, nous avons révisé
toutes les annales, j'ai dit bien toutes les annales du DEC UV2 de 2010 à 2021, y compris donc celle de mai, avec, bien sûr, la correction que nous devions effectuer et les corrections et les modifications des réponses par rapport à 2021. Cette première étape était déjà très importante pour moi. Ça m'a permis de me conforter à travers, puisque j'avoue franchement qu'on apprécie quand même les sujets de l'UV2 traditionnel, parce que les personnes qui sont les rédacteurs de cette UV2 sont des praticiens, et ça se sent. D'ailleurs, on dit souvent que l'UV2, c'est un moyen de contrôler la performance professionnelle des candidats. C'est-à-dire, c'est plus de la théorie, c'est de la pratique, et ça fait du bien, même pour des candidats comme moi qui préparaient la VAE, de me forcer à travailler à la maison les sujets de l'UV2 de 2014, par exemple, et de les corriger pour les renvoyer au coach quelques jours avant le samedi, pour que nous puissions juger un petit peu de nos propos et juger, etc. Donc c'était pour moi très enrichissant. Mais en plus, nous avons étudié toutes les épreuves que voit le DEC traditionnel avec les épreuves de l'aptitude au commissariat aux comptes. La prochaine épreuve a eu lieu, puisque ça aura lieu entre le 3 et 5 octobre. Donc ici, aujourd'hui, je suis le 14 octobre devant vous. Je viens de recevoir par mon coach les épreuves qui ont été données à ce certificat d'aptitude. Ça m'a donné l'occasion de revoir un peu les nouvelles questions qui ont été posées, mais je n'ai pas eu le temps de faire toutes les épreuves. Voilà. Mais ça n'empêche pas que j'ai vu toutes les épreuves de ce certificat d'aptitude de 2013 à 2020. En plus, Monsieur Tison nous conseillait de travailler beaucoup pour les candidats qui préparent le DEC UV2, de travailler beaucoup les UV1 et UV4 du DSCG. Donc les UV1 et UV4 qui sont les deux épreuves que doivent passer la totalité des candidats au DSCG, ça nous a permis de réviser l'ensemble des épreuves de l'UV1 à l'UV4, de l'INTEC, parce que M. Tison avait aussi les épreuves de l'INTEC de 2010 à 2021. Ça nous a permis de tout réviser, alors à la fois des problèmes de conso, des problèmes de fusion, de la déontologie, du droit pénal, du droit social, du droit des sociétés, du droit fiscal. Ça, j'avoue que pour moi, ça a été forcément très riche et j'ai beaucoup appris par ces exercices. Et nous avons revu également le DSCG État, DSCG UV1 et UV4 de 2010 à 2021. Tous ces sujets durant ces quelques mois ont été réalisés, corrigés à la sauce 2021. Vous imaginez que les candidats qui ont passé le DEC traditionnel avaient quand même en main, à travers toutes les épreuves qu'ils ont pu passer, les corrigés officiels que M. Tison avait pu se procurer pour toutes ces épreuves, eh bien, nous avions la possibilité d'avoir le moyen de réapprendre, de découvrir, d'approfondir, et pour moi, ça a été révélateur. Alors, tout au cours de ce livret 2 que je vous ai renvoyé, j'ai apporté le maximum de preuves, non pas de mes connaissances théoriques, mais de la richesse de mon expérience pratique. Et c'est vrai que être responsable, entre guillemets, technique d'un cabinet, pouvoir former, informer les collaborateurs, c'est une tâche très passionnante. Et vous savez que quand on aime son métier, ce n'est plus un travail, comme le disait Confucius. Et moi, si vous voulez, à travers ces expériences que je qualifierais de riches, ça m'a donné envie d'avoir cette possibilité de devenir un véritable expert comptable et de devenir éventuellement par la suite un véritable commissaire aux comptes. Je tenais à vous remercier, Madame, Monsieur, de votre attention et je reste bien sûr à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Y a-t-il, merci, qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Alors, je me suis inspiré un peu de ce que vous dites là. C'est gentil de m'avoir présenté.
Bien déjà, t'es gentil. C'est gentil d'avoir dit que j'étais gentil. Alors, Bref. moi, Alors, on va demander à notre témoin privilégié d'aujourd'hui, à Blandine, de donner un peu son avis de ce qu'elle a pu entendre depuis que je suis avec vous. Quel est ton point de vue, Blandine, au niveau donc, de cette épreuve que vont subir nos candidats VAE, mais qui, dans certains cas, tu as eu aussi à travers mes propos les explications de la méthode que j'adopte avec mes candidats DEC traditionnels. On t'écoute avec plaisir, Blandine. Ben, moi, que bon, vous Comment? les accompagnez et vous les vraiment, vous les aidez à, comment dire, à se présenter. Donc ça, c'est déjà beaucoup parce que c'est pas forcément évident. Je connaissais pas du tout la méthode de la VAE. J'en ai jamais entendu parler. Pourtant, ça fait quelque Oui, temps c'est que je suis dans. récent, ça fait à peu près, si tu veux, officiellement, il y en a eu un qui a été diplômé, c'était un super VIP, c'est lui qui a provoqué le Conseil d'État pour accepter le siècle ne voulait pas accepter sa candidature. C'est le Conseil d'État qui l'a, parce que lui il travaillait au Conseil d'État, c'était pas difficile, et il avait un CV impressionnant. Donc c'est lui le premier qui a passé la VAE avec succès. Et ensuite, ça a été généralisé. Et il y a à peu près actuellement, en France, il y a à peu près une trentaine de candidats qui sont diplômés VAE. Il y en a eu une quinzaine ou une dizaine au cours de la dernière session sur une trentaine de candidats. D'ailleurs, les statistiques ont été. Alors, il y a des candidats qui, comme Rosa, qui est aujourd'hui avec moi pour le DEC, ont eu qu'une UV validée et qui ont passé ou passent actuellement les UV. C'est ça l'avantage. J'aimerais que vous reteniez l'avantage de la VAE pour certains d'entre vous qui veulent aller plus vite. Je prends un exemple. Vous êtes cadre comptable, vous avez 40 ans, vous êtes directeur comptable et financier d'une entreprise, vous faites bien votre boulot, vous n'avez qu'un commissaire aux comptes dans cette société puisque toute la compta est faite par votre service que vous dirigez. Et puis vous dites, c'est vraiment con de ne pas être expert comptable alors que je fais tout le boulot, comme le dit le commissaire aux comptes, il me le dit souvent, mais Monsieur X, qu'est-ce que vous attendez pour passer votre DEC? Alors il y a deux voies, je sais, il y a la voie traditionnelle, et je peux demander au conseil régional, puisque j'ai déjà mon DSCG, de pouvoir être stagiaire et d'avoir un cabinet comptable, voire le commissaire aux comptes, qui est aussi, je dirais, expert comptable, de pouvoir trouver le moyen officiel de faire un stage à temps partiel tout en restant dans mon entreprise, mais de passer, je dirais, un certain nombre d'heures pendant 3 ans dans un cabinet comptable officiel pour valider mon stage. Ça, c'est la première voie. Donc, je passerai dans 3 ans ou 4 ans le DEC traditionnel. Mais je viens d'entendre qu'il y a la VAE DEC. Alors là, j'écoute ce qu'a dit M. Tison depuis tout à l'heure. Je me dis, il y a quand même un avantage formidable. Je m'appelle Blandine, je veux passer le DEC par la VAE. J'ai quand même un certain nombre d'expériences, puisque j'ai été stagiaire, expert comptable, je peux passer le DEC traditionnel. Mais finalement, si je m'inscrivais à la session de mai prochain, puisque maintenant il va y avoir 2 sessions de VAE, comme 2 sessions de DEC traditionnelles, je m'inscris, je fais d'abord mon livre 1, ça ne coûte rien de demander un livre 1 pour avoir l'admission du livret 1 DEC VAE. Donc je suis actuellement ici au mois de juillet, septembre, je fais pour m'amuser une demande de livret 1 VAE. Ça me donne déjà, si j'ai le retour positif avec les certificats que j'ai envoyés du livret 1, j'aurai donc au mois de septembre-octobre à poser un premier dilemme. Est-ce que je vais présenter le DEC traditionnel ou que je vais présenter le DEC par la VAE? Je me dis, j'ai eu mon livret 1, c'est formidable, et j'ai eu, parce que là, j'ai la précaution d'avoir suivi avec M. Tison la préparation à la notice, avec M. Tison, j'ai eu un 4-1.
que j'ai reçu au mois d'octobre. Donc j'ai mon 4.1 et j'ai mon livret 1. Alors si je passe le mémoire, il va falloir que je rédige bien sûr le mémoire à fond dès le mois d'octobre où j'ai eu mon 4.1 jusqu'au 28 février. Ça va me donner plusieurs centaines d'heures de boulot en dehors de mon boulot traditionnel. Et je passerai les épreuves UV1 et UV2 et la soutenance du mémoire, bien sûr, en avril-mai prochain. Par contre, si je dépose le livret 2, qui sera certainement envoyé pour le 28 ou 28 février, et je passerai l'épreuve, je dirais, de l'épreuve VAE, soit la date sera à définir, soit en avril ou soit en juin, à une date qui sera fixée justement dans les communiqués du siècle. La préparation du livret 2 va me donner du temps, mais beaucoup moins de temps que de faire le mémoire, de faire ceci, de faire cela. Bon, mais je n'ai pas le droit de m'inscrire aux deux en même temps. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je passe le DEC par la VAE en mai prochain? Si je ne valide pas toutes les UV, je repasse avec M. Tison les UV que je n'ai pas eu en traditionnel dès le mois de septembre 2022 jusqu'au mois de novembre 2022. J'ai les résultats en janvier 2023 et je suis expert comptable en janvier 2023. C'est vrai qu'avec le DEC traditionnel, j'aurais pu être diplômé en juillet 2022. Ça me faisait quand même gagner, et ça c'était important, ça me faisait quand même gagner 6 mois. Alors, il est évident que à partir de là, je me dis, grâce à DFT, si je m'inscris avec lui, je vais avoir la formation du DEC traditionnel de janvier à mai. Je vais avoir la formation, si je passe éventuellement la VAE et que je n'ai pas toutes les UV en mai, je vais retrouver M. Tison de septembre à novembre pour préparer les épreuves par la méthode traditionnelle que je n'aurais pas validée par la VAE. Alors, moi, si je m'appelais Blandine, je dirais que le plus court chemin, c'est la ligne droite, c'est-à-dire le plus court chemin, c'est celui qui me demanderait le moins de temps de travail possible. Eh bien, pour moi, l'idéal, le chemin serait tracé de la manière suivante, c'est de passer le DEC par la VAE au mois de mai. Si valider une UV ou 2 UV, c'est formidable. La troisième, ça sera probablement le mémoire que je devrais passer, puisque d'après les expériences en tant que chef de mission, de tous les travaux que j'ai réalisés, ils vont me dire, madame, vous n'avez jamais écrit d'article, vous n'avez jamais fait de rapport, donc on ne peut pas vous valider l'UV3. Vous devrez passer, vous devrez déposer une notice rapidement pour être sous l'égide de la VAE. Votre notice, il y aura un délai pour la rédiger, faire adopter votre notice, mais comme c'est formidable, vous avez bien travaillé, madame, vous avez déjà une notice validée, donc vous pouvez passer, on vous donne que les 2 UV 1 et 2 aujourd'hui, et vous pouvez passer votre mémoire pour le mois de novembre. Donc vous avez déjà validé votre... Donc le chemin le plus court, c'est de valider la notice dès que possible au cours du mois d'octobre, et à partir de cette validation, et vous avez aussi demandé, entre autres choses, la délivrance du livret 1, ce qui vous offre la possibilité d'un parcours DEC-VAE en mai et DEC éventuellement traditionnel. Pourquoi pas que vous n'auriez pas eu du tout d'UV validé, vous avez tenté la VAE, mais vous pouvez en novembre tenter le DEC, mais quand on a un dossier comme Blandine, que je ne connais pas, mais qui va m'envoyer, si elle se met d'accord avec moi, je lui enverrai mes conditions,
puisque tout est finançable à la fois par la VAE et à la fois par la traditionnelle, par le CPF, et c'est financé à raison au minimum de 1 800 € par Opco Atlas, dans la mesure où vous êtes dans un cabinet comptable. La plupart de mes candidats ont tout financé par rapport à mon prix par Opco Atlas et CPF. Tous, sans aucune exception. Donc je ne donne pas de prix, je donne des prix à ceux qui, je dirais, sont en rapport avec moi par courriel officiellement. Voilà. Est-ce que, Blandine, tu as des questions à poser? Est-ce que le scénario que je viens d'évoquer te paraît intéressant ou pas? La VAE me paraît intéressante, sauf que moi je voudrais quand même tenter en mai, je pense. Bah c'est bien, donc mais que ce soit en mai ou en mai VAE, en mai traditionnel, bon bref, tu fais ce que tu veux, hein, mais tu peux avoir la chance dans la mesure où tu as déjà fait une notice, c'est un point très fort. Ça fait à peu près, tu as fait une notice agréée, ça te fait 50% déjà de chance d'avoir ta VAE UV3. Ça fait déjà 50%. Bon, bref, ensuite, tu fais ce que tu veux, si tu veux rester dans le DEC. Mais je rappelle, le diplôme est exactement le même. Ça ne sera jamais marqué VAE. Et la VAE, pour moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai beaucoup. Pendant je suis un prof, hein, donc je devrais être plus orienté vers le respect du DEC traditionnel. Mais au DEC traditionnel, tu peux être reçu comme expert comptable en ayant la moitié des points pour chaque UV1. UV1, 10, UV2, 10 et mémoire 10, tu es expert comptable. Donc, tu connais que la moitié et tu es expert comptable. Tandis que la VAE, quand on dit on valide l'UV1, ça veut dire qu'on t'a donné le maximum de réflexion positive pour l'UV1 et ça vaut plus que 10, hein, la validation d'un UV par la VAE. Même chose pour l'UV2 et même chose pour l'UV3. Donc je dirais que même si les gens ils considèrent que la VAE c'est quelquefois du piston, c'est ridicule, la VAE c'est quelquefois plus exigeant et le livret 2, mes amis Jérôme et Nicolas pourraient le confirmer, le livret 2 ça se prépare avec plusieurs semaines. Hein, c'est peut-être pas aussi intense que la rédaction d'un mémoire, mais ça nécessite beaucoup de contacts avec tous ceux avec qui on a travaillé pour avoir toutes les attestations et avoir le maximum de validation des compétences que vous avez pu accumuler durant toutes vos années. Mais bien sûr, pour l'instant, la préoccupation de Blandine, je la comprends, c'est de rédiger, trouver un thème de mémoire, rédiger une notice, qu'elle soit agréée, et vers le DEC traditionnel. Mais tu sais que si malheureusement, pour des raisons diverses, tu n'as pas le DEC traditionnel, tu perdras un an parce que tu ne peux pas t'inscrire à la VAE pour novembre, parce que la VAE pour novembre, c'est souvent à déposer les dossiers bien avant la date de proclamation, c'est bien avant la date de proclamation du DEC traditionnel. Donc, tu peux redéposer un dossier, c'est vrai, tu peux déposer un dossier, ça coûte peu, mais c'est vrai, c'est une bêtise. Supposons que tu as passé le DEC mai traditionnel. Hein. Bon, tu dis quand même, je vais faire mon livret 2, on ne sait jamais. Je dis, je vais faire la demande du livret 2. Donc, comme tu as ton livret 1, tu devras normalement renvoyer ton livret 2 pour le 30 mai. Alors, si tu le renvoies ton livret 2 pour le 30 mai, alors qu'au mois de juillet, tu apprends que tu es diplômé, tu fais, par la DEC traditionnelle, tu fais un courrier au SIEC en disant mon livret 2 que je vous ai envoyé là n'est plus valable puisque j'ai eu la chance d'avoir mon DEC traditionnel. Donc, si tu vas avoir deux chances au cours de l'année 2022, et ça intéresse beaucoup des candidats qui m'écoutent là, je répète, je m'appelle Francis Tison, je suis en train de préparer mon DEC traditionnel, mais comme j'ai déjà un passé relativement costaud, avec des compétences et des certificats de travail qui justifient largement mes compétences au niveau des travaux effectués en tant que chef de mission. J'ai aussi des diplômes qui sont quand même des éléments.
qui ne sont pas forcément les plus importants, mais qui sont des éléments, j'ai la chance d'avoir un livret 1. Donc, je suis Francis Tison, je suis directeur financier d'une boîte, je dépose donc mon livret 1 au cours des semaines qui arrivent. Je vais avoir mon livret 1, ça me permettra de déposer mon livret 2 pour la session de mai 2022 dans les meilleures conditions. Ça, c'est le directeur financier qui va se préparer le plus vite possible à avoir son livret 1 et ensuite son livret 2. Deuxième figure, je suis Francis Tison toujours, je suis expert comptable stagiaire et je termine mon stage fin décembre. Qu'est-ce que je fais? Je fais d'abord actuellement la préparation de ma notice. Pour quelle raison que je fais ma préparation de la notice? Eh bien, je fais ma préparation de la notice pour la bonne et simple raison, les amis, que, ayant la notice le plus vite possible, même si je n'ai pas terminé mon stage, j'ai le droit, je pourrais commencer à rédiger mon mémoire, non pas dans la précipitation, mais dans un délai beaucoup plus long. Supposons que je dépose ma notice début septembre, si tout va bien, pour le 15 octobre au plus tard, j'ai mon 4.1. Et dès le 16 octobre, je commence mon mémoire. Mais j'ai eu aussi envie de déposer, je suis donc expert comptable stagiaire, je dépose également la demande d'un livret 1 au cours du mois de septembre. Et j'ai la réponse dès 8 jours après, comme quoi que mon livret 1 est accepté et que je dois déposer mon livret 2 si je veux passer en mai pour éventuellement le 31 décembre, je dis n'importe quoi, ou alors le 31 mai pour la session de novembre. Donc j'ai deux dates, soit le 31 décembre pour faire mon livret 2, mais je suis au 15 octobre, et je peux déposer mon livret 2 pour le 15 décembre, pour le 31 décembre, et je passerai l'UV2 au mois d'avril. Je passerai mon DEC-VAE au mois d'avril, et peut-être, j'en sais rien, au mois de juin. Je n'ai pas les dates, donc je simule des dates. Donc pour l'instant, je me retrouve en tant qu'expert comptable stagiaire, finissons mon dernier rapport qui doit être a priori le dossier que je déposerai, ce n'est pas une obligation, hein, parce que vous pouvez changer de sujet. Normalement, le dernier rapport, c'est la notice que vous allez présenter au jury. Ça vous donne déjà une indication par votre maître de stage, votre contrôleur de stage, ça vous donne déjà une indication si votre notice est convenable. Bien. Alors, je suis dans la peau de l'expert comptable stagiaire. J'ai deux voies possibles. J'ai la voie du DEC traditionnel et je fais mon mémoire comme si j'allais le passer. Et j'ai fait la voie de livret 1 et de livret 2 par le DEC-VAE. J'ai reçu le livret 2. J'ai reçu donc des dates pour le livret 2. Je fais mon livret 2 pour le 31 décembre comme c'est prévu. Et je passe également le problème suivant. Est-ce que je vais présenter le DEC traditionnel ou le DEC par VAE? Alors là, on n'a pas le droit de s'inscrire pour la même section aux deux. Alors, est-ce que le fait que tu fasses un mémoire et que tu le rédiges facilement sous l'œil de ton coach qui te valorise ce mémoire et qui te le corrige il ne fait pas le mémoire, le coach. Il vérifie ce que tu as écrit, il corrige quelquefois des fautes, il te conseille des focus, il te conseille de revoir ton plan. Et à partir de là, il est évident qu'à partir de là, comme tu as bien avancé dans le mémoire, tu dis, je ne passe pas mon livret 2, je ne le dépose pas maintenant, je le déposerai pour le mois de mai autant que faire se peut, parce que je veux passer le DEC traditionnel. Donc je prépare quand même mon livret 2, puisque ça me permet quand même de travailler à la fois ma préparation UV1, UV2 et à la fois ma préparation UV3. Je prépare mon livret 2 pour le 31 mai, parce que là, je vais passer les épreuves de l'UV, du DEC traditionnel au début du mois de mai. Je vais attendre d'être convoqué à ma soutenance, mais ça n'empêche pas qu'au moment où j'aurai passé les épreuves traditionnelles, UV1, UV2, et le 31 mai, il me reste des jours pour terminer mon livret 2. Donc, je passe ma soutenance, ça s'est à peu près bien passé, donc je peux avoir confiance au mois de juillet d'avoir mon DEC traditionnel, mais supposons
que je ne l'ai pas, ben, j'ai pris la précaution d'envoyer mon livret 2. J'ai envoyé mon livret 2 au jury et j'ai les résultats au mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe au mois de juillet? Eh bien, j'ai eu malheureusement le mémoire, j'ai eu l'UV1, mais j'ai eu, j'ai n'importe quoi, une note éliminatoire à l'UV2. Donc, je ne suis pas diplômé. J'ai envoyé mon livret 2. Ben, qu'est-ce qui me reste? J'envoie l'attestation comme quoi que j'ai passé en mai les épreuves du DEC, avec mon relevé de notes, et je demande de passer le DEC BAE uniquement pour l'UV2, que je vais bosser comme un dingue avec mon coach pour renforcer ce qui n'a pas été bien compris lors de DEC traditionnel. Voilà un chemin qui permet de doubler vos chances tout en respectant la loi, éviter de se poser les deux voies VAE et traditionnelles à la même session. Est-ce que j'ai été clair aussi bien pour le directeur financier que pour l'expert comptable stagiaire? Je pose d'abord la question à Blandine, en tant qu'expert comptable stagiaire, est-ce que ça te paraît cohérent ce que je viens de dire? Blandine? Ça m'intéresse fortement. Est-ce que j'ai double chance? C'est intéressant quand même. Tu es d'accord avec moi? Oui. Très ça fait quand même oui. l'objet d'une double voie qui ne te coûte pas cher, qui coûte du temps de travail, mais qui peut gonfler. Tu vas me dire, quelquefois, j'aurais fait un livret 2 pour rien parce que j'ai eu mon DEC traditionnel. Mais comme tu as déjà pas, et comme tu as tes attestations, comme quoi, moi je fais des attestations comme quoi tu as suivi les cours en septembre jusqu'en novembre, tu as suivi les cours de janvier jusqu'en mai, tout ça rentre pour valider l'UV2, etc., etc. Bon, bref, voilà. Donc, écoutez, si vous n'avez plus de questions à poser, je vais vous remercier. Je vais confirmer à Blandine que j'attends qu'elle me donne son approche de tout cela et éventuellement sa décision. Est-ce que Jérôme ou Nicolas pourraient convaincre plus que moi, Blandine, de suivre ma formation? Jérôme, qu'est-ce que tu en penses? Toi qui as suivi depuis septembre et qui amène au but dans quelques semaines, tu seras devant un jury. Comment tu peux expliquer à Blandine tout ce que j'ai dit? Est-ce que c'est la vérité de tous les rencontres que j'ai pu effectuer avec toi ou avec d'autres, où tu étais aussi avec moi dans la semaine pour suivre des candidats? Jérôme, quel est ton point de vue? Oui, c'est vrai, je confirme tout ce que dit Francis, hein, et ça a été pour moi d'une grande utilité de savoir vraiment quoi mettre dans le livret 2, parce que je suis pas sûr que j'aurais fourni un livret aussi fourni qu'il a été si j'avais pas rencontré Francis. Et pour moi, de toute façon, j'avais pas d'autre choix que de faire la VAE puisque j'ai pas le DSCG. Alors, tu vois, il n'y a pas le DSCG, donc il ne pouvait pas. Donc ici, si jamais il valide, mettons, parce qu'on a pris le scénario, il valide 2 UV sur 3, il n'aura pas de stage à faire de 3 ans. Il passera, supposons qu'il n'ait pas l'UV3, on va prendre un exemple. Il devra déposer une notice, comme n'importe quel candidat. Elle sera validée ou pas. Et ensuite, il passera son mémoire. Il n'aura pas de note. Il aura soit la validée, il sera diplômé expert comptable. Comme il a fait son stage de commissaire aux comptes, eh bien, il aura forcément l'occasion, avec son diplôme, d'être commissaire aux comptes dès son inscription à l'ordre ou à la compagnie nationale, à la compagnie régionale des commissaires aux comptes. Nicolas, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu dirais à Blandine pour que tu confirmes un peu tout ce que tu as vécu avec moi depuis quelques semaines, mois? Vas-y, on t'écoute. Bonjour Blandine, bonjour à tous. Et alors moi, ce qui était important pour moi, c'est qu'on me mette un coup de pied au cul. Excusez-moi l'expression, mais c'était important parce que je trouvais toujours un motif, les enfants, le truc, le boulot, les responsabilités, tout ça. Et au bout d'un moment, d'avoir quelqu'un, même surtout pour les sessions de groupe d'ailleurs, c'était très important. Franchement, Blandine, ou Blandine, si tu as besoin de motivation, avec Francis, tu vas la trouver. Merci Nicolas. Et je pense que Blandine a eu un aperçu, parce que c'est vrai que je remue les gens, j'invite les gens, je suis toujours avec le sourire, mais
je suis exigeant avec moi-même comme je suis exigeant avec les autres. Si j'ai autant de résultats, hein, Jérôme et puis Nicolas, ils l'ont vécu, les soutenances. Hein. On a vu d'excellents candidats. J'avoue qu'il y avait des brillants candidats. Ben, ça a permis quand même pour moi de démontrer que la motivation. Alors, je dirais aussi, en plus, j'ai la chance d'être marié avec une dame qui est sophrologue, c'est ma femme depuis 50 ans, qui est sophrologue et luminothérapeute et qui fait des formations également gratuites qui font partie de mes accompagnements. Pour des candidats, elle a eu plusieurs candidats en individuel à qui elle a fait des séances de sophrologie qui étaient très stressés avant l'épreuve du mémoire. Je prends l'exemple de Michel Nizza, de Blandine Gressier, de tout un ensemble de personnes qui ont eu la chance de rencontrer ma femme et qui leur a vraiment mis à l'aise pour que le jour de l'épreuve de soutenance, il soit le plus décontracté possible et le plus motivé possible. Parce que l'épreuve de soutenance, si on arrive avec de l'angoisse, on perd beaucoup de moyens. Même sa mémoire est aussi quelquefois un peu chahutée par du stress. Donc il est évident que là aussi j'apporte. Et sur mes sites, il y a des séances de sophrologie, comme ma femme, 5 séances qui durent 10 minutes chacune, à une demi-heure pour certaines. Vous les écoutez, vous vous mettez sur une chaise comme elle vous le demande, et puis vous respirez comme elle vous le demande, et ça vous fait partir en répétant ces expériences-là, puisque vous allez l'avoir sur le site, les conseils pratiques d'une sophrologue, et bien vous allez avoir des conseils qui vont vous donner le moyen d'être le plus décontracté possible. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour aujourd'hui, 25 juillet, à la fois pour la VAE et à la fois pour le DEC traditionnel. Je reste à votre entière disposition pour ceux qui me regardent et qui m'écoutent. Et je vous donne rendez-vous très rapidement au cours du mois d'août pour mes candidats, mais ce ne sera pas avant le 16 août, pour que mes candidats qui préparent à la fois le DEC VAE durant le mois d'août puissent le dimanche matin préparer leurs 10 minutes et être le plus fort possible entre le 13 et 15 octobre. Et pour les rendez-vous individuels qui ont lieu toutes les semaines, sans exception, du 1er janvier au 31 décembre, il n'y a pas une semaine, même quand je suis en vacances, aujourd'hui je suis encore en vacances, quand je m'en vais même dans un pays étranger, j'arrive toujours avec l'hôtel à avoir un petit endroit pour réserver au moins 2-3 heures par jour à mes rencontres individuelles avec des personnes qui préparent le mémoire, la soutenance et compagnie. Mais actuellement, je prépare les mémoires avec beaucoup de candidats. Et comment ça se passe? Eh bien, je relis, c'est pour ça que ça dure longtemps, je relis le mémoire, comme la notice d'ailleurs, à haute voix. Et ça, c'est important. Le candidat, il est devant moi, comme aujourd'hui, Blandine. Mais là, on ne se cache pas, puisque la vidéo, c'est uniquement pour nous deux, pour toi et moi. Et je relis ta notice à haute voix, je la corrige, je corrige les fautes. Jamais, je ne suis pas, moi, directif. Je propose et tu disposes. Et en conséquence, je propose des améliorations, je propose des focus, je propose des textes, mais j'ai une documentation importante et mes amis Jérôme et Nicolas aujourd'hui pourraient te dire qu'ils reçoivent au minimum, allez, je ne vais pas dire de bêtises, mais entre 80 et 100 courriels par semaine, avec des informations sur des points précis. Alors, il y a certains éléments qui n'ont pas besoin, ils les mettent à la poubelle, et d'autres, ils les mettent dans leur documentation, puisque quand on travaille avec Francis, il faut avoir un dossier documentation classé par thème, parce que Francis, il y a 2 sites, et ces sites, ils sont pleins de documentation, mais quand vous recevez des courriels de Francis, il faut savoir soit les mettre à la poubelle, parce que ce site-là qui est envoyé à tout le groupe, moi, ça ne m'intéresse pas, donc je fous à la poubelle, ou alors je le mets dans un dossier que j'ai rangé pour avoir ma documentation nécessaire, parce qu'il est évident que ma bibliographie doit se nourrir. Francis, il a, je ne sais pas combien, 500 webinaires à vous proposer qui durent certains 40 à 50 minutes sur des thèmes qui se rapprochent de votre mémoire. Il est évident que le webinaire, vous devez les mettre dans la bibliographie. Donc, je m'excuse d'avoir été long, mais je vous souhaite là un bon dimanche
pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas là aujourd'hui, de très bonnes vacances. Et pour ceux qui auront rendez-vous dès demain matin à 8 h, eh bien, je leur donne rendez-vous avec plaisir demain matin à 8 h pour continuer à relire soit la notice, soit à relire le mémoire. Mais là, il y a beaucoup plus de mémoire actuellement que de notice, puisqu'il y a à peu près une trentaine de candidats pour l'instant. Entre novembre et mai 2022, j'ai à peu près une trentaine de candidats qui ont eu un 4-1. Certains déposeront qu'au mois de mai, d'autres déposeront au mois de novembre. Donc pour ceux qui sont au mois de novembre, c'est la période intense actuellement jusqu'au 31 août. À très très bientôt. Merci de votre attention et sachez qu'avec Francis, je ne dis pas que c'est le meilleur, hein. C'est pas le meilleur du tout, c'est certainement le plus vieux de tous les animateurs parce que moi j'ai un passé qui m'a fait officiellement j'ai été jury sur 552 mémoires dans ma carrière. Par contre, il y a des gens qui ont été diplômés en 2020 et qui sont déjà coachs en 2021. Alors là, j'avoue franchement que c'est assez fabuleux. Je suis plein d'admiration parce que forcément, avoir été diplômé en 2020 et être coach en 2021, il faut le faire, il faut être vachement fort. Et je suis admiratif de ces gens-là. Mais moi, je n'ai que l'expérience que j'ai là, qui permet éventuellement d'avoir quelques petits conseils bien adaptés. Sur ce, bon dimanche. Sachez que je reste à vos dispositions. francis.tison@wanadoo.fr. Voilà une bonne adresse pour avoir des renseignements rapides. À très bientôt.